Madame la présidente du jury, Madame et Messieurs les membres du jury, je vous remercie d'avoir bien voulu accepter de participer à cette soutenance de thèse. Je remercie particulièrement Monsieur Bounot d'avoir choisi de la diriger et l'Université Bordeaux-Montaigne de m'avoir accueilli. Je suis très ému par la présence aujourd'hui d'une cinquantaine de membres de la profession des métiers du service en salle, dont beaucoup ont traversé la France. Parmi eux, j'ai compté 34 protagonistes de cette thèse qui m'ont aidé par leurs témoignages précieux. Le plus âgé d'entre nous est situé à ma droite, c'est monsieur Jean-Pierre Garnier, l'emblématique maître d'hôtel du chef Jean Delavenne dans les années 1970, spécialiste de la bécasse flambée. Le plus jeune est situé à ma gauche, je vous le présenterai plus tard. J'ai transposé l'image que vous voyez à l'écran et qui représente le grand hôtel de Cabourg, la salle à manger, en 1907 et qui contient tous les codes de l'art de la découpe à table avant la Première Guerre mondiale. J'ai imaginé un dîner improbable et anachronique avec quelques-uns des acteurs importants de cette thèse. De l'autre côté, au premier plan, vous voyez Jacques-Gabriel Bulliot, dont je vais vous parler dans un instant, et puis derrière, un déjeuner improbable entre Philippe Mazetti et Bria Savarin, de retour de la Révolution française, qui va influencer, avec les émigrés, le service à l'anglaise, servi par M. Bounot. Vous avez derrière Hugo, le maître d'hôtel de Maxim's au début du XXe siècle. Et au premier plan, au centre, vous avez Fernand Braudel qui déjeune avec Jean Chêne. Alors juste derrière, il faut que je vous montre une pépite. C'est Franklin D. Roosevelt, le président américain, qui découpe la dinde lors de Thanksgiving, en 1942. Il s'agit en fait d'un dîner où la découpe de la dinde prend valeur de symbole d'unité nationale, comme lors de la guerre de sécession d'ailleurs. Le Congrès américain établit le 4e jeudi de novembre comme le jour férié officiel de Thanksgiving en 1942. Dès le départ de mes recherches, j'ai été confronté au syndrome dont sont atteints les doctorants et que l'on nomme le désert du thésard. Très peu de sources étaient connues sur mon sujet. Mon premier travail a été de les regrouper avec difficulté. De quels matériaux sont constituées ces sources ? J'ai tout d'abord essayé de retrouver des matériaux bruts qui traitent de la découpe à table. Il y avait très peu de sources écrites, essentiellement sous forme de manuels, mais qu'il faut replacer dans leur contexte en tentant de retracer leur parcours. Pour quelles raisons le texte a-t-il été écrit ? Je me suis aperçu qu'il fallait nécessairement porter une analyse critique sur chaque document. Par exemple, je vais vous citer 2 livres, le manuel de Bernardi en 1845, qui est le plus beau de tous les ouvrages sur l'art de la découpe, et qui est édité au moment de la théorisation du service à la russe. Il est en fait destiné aux amphitrions. Le second est le livre de Philippe Mazetti, qu'il faut situer lui aussi dans son contexte d'édition au cours du grand mouvement de la nouvelle cuisine des années 1970 et surtout au moment de la création du BTS Hôtellerie-Restauration, puisque Louis Goyonex, l'inspecteur général, veut créer une Valence service en salle mais il ne va pas y réussir. J'ai aussi utilisé un certain nombre de sources iconographiques sous la forme de peintures, gravures, cartes postales, souvent liées à des événements économiques, politiques ou sociaux, qui m'ont aidé à comprendre comment étaient servis les mets à des époques où il n'y a pas de source écrite directe et à reconnaître les symboles qui représentent la découpe à table. Pour ne vous citer qu'un seul exemple, lors de la création du Savoy ou du Savoy à Londres en 1890 par le trio Escoffier, Ritz et Chenard, sur la gravure que vous voyez, on comprend que dans cet hôtel, le chef fait les cuissons, puis pose de grandes cloches sur les plats avant que le maître d'hôtel ne présente les pièces entières aux clients et les découpe à table. J'ai utilisé dans mon travail des documents que j'ai croisés à des références scientifiques diversifiées qui ont constitué en particulier la seconde partie de cette thèse. Et puis il m'a fallu créer mes propres matériaux de recherche, tout d'abord dans le domaine de l'archéologie du geste, en m'efforçant de reproduire des planches de gravure anciennes, ce qui a nourri plutôt la première partie de mon document. Pendant ces années d'études, j'ai mobilisé et rassemblé des sources orales sous la forme de témoignages qui me permettent de retracer la trajectoire à partir de 1965. 3 questionnaires m'ont également permis de mieux comprendre les positions actuelles sur mon sujet. Ces matériaux ont nourri plutôt la 3e partie de cette thèse. Durant ces 4 années, j'ai progressé en apprenant les principes de l'historiographie et en m'appropriant une bibliographie pluridisciplinaire, ce qui m'aide à ne pas porter, j'espère, un regard partisan sur la période la plus proche de nous, après les années 80, parce que je l'ai vécu professionnellement. Et en même temps, le fait de faire partie de cette profession des métiers de la salle m'a ouvert des portes pour recueillir les témoignages des professionnels et à faciliter le croisement des sources pour répondre de manière, j'espère, cohérente à plusieurs questions. Ce travail s'inscrit dans l'histoire économique et sociale, plus particulièrement celle de l'innovation,
Mais je me suis efforcé de dépasser le cadre historique, de m'ouvrir à la sociologie, à l'ethnologie par l'étude des maîtres d'hôtel et directeurs de salle, ainsi qu'à l'anthropologie en ce qui concerne le geste. Globalement, la trajectoire historique de mon sujet s'inscrit dans le temps long, car les changements en ce qui concerne l'art de la découpe ne sont jamais brutaux ni radicaux, et des rappels avec l'Antiquité, le Moyen-Âge et l'époque moderne sont encore présents au quotidien dans les gestes des maîtres d'hôtel. Comme par exemple dans l'épreuve de découpe de dorade au concours Un des meilleurs ouvriers de France 2017, où les candidats doivent replacer des filets de poisson, alors que certains manuels, comme celui que l'on nomme le boulico, demandent à ce que les filets soient placés dans une position qui évoque l'ordre de la nature. On est clairement chez les Grecs anciens. Le temps social est également marqué, avec deux exemples. La disparition des écuyers tranchants au moment de la Révolution, car ils étaient trop assimilés à la royauté, ou encore la disparition du grand service à la française au moment de la Première Guerre mondiale. La troisième partie de mon travail est naturellement consacrée à l'épaisseur du temps court, car de nombreux changements apparaissent sur lesquels les maîtres d'hôtel n'ont pas beaucoup d'emprise. Notre enquête. Qu'est-ce que c'est que l'histoire pour l'historien d'aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a 36 définitions de l'histoire pour les 36 historiens, même plus de 36 historiens. Chaque historien a sa conception de l'histoire. Il n'y a pas une histoire, mais des histoires. Il y a des historiographies différentes, il y a des écoles d'histoire. Et vous avez des historiens qui restent fidèles au récit traditionnel et qui d'ailleurs ils sont quelquefois très remarquables. Pour moi, qu'est-ce que c'est le récit traditionnel? Eh bien, le récit traditionnel, c'est de considérer que l'histoire se déroule sur un fil, comme un film qui serait très étroit, et que les événements se succèdent les uns les autres, se commandent les uns les autres, et c'est même sous des apparences assez banales, c'est une philosophie de l'histoire, de croire que les événements qui font du bruit conduisent le monde. Quel genre d'événements? Eh bien, la rencontre de deux hommes politiques célèbres, la réunion d'un congrès de parti, la prise de pouvoir par un autre. Et on a le sentiment que tout change à partir de là et que tout ce qui va surgir ne sera que la conséquence. C'est la lecture par les sommets. La lecture par les sommets, ou les faux sommets, c'est les faux sommets, les sommets apparents. Enfin, l'histoire en train de se faire se signale par des couleurs très vives, des éblouissements, des mises en demeure catégoriques, une sorte de tragédie à laquelle beaucoup d'historiens ne croient pas, et moi le premier. C'est ça. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est l'histoire? L'histoire, c'est un dépassement de l'événement. C'est un dépassement de l'événement parce que je ne crois pas que ces nouvelles sonnantes, comme on disait au XVIe siècle, elles soient l'essentiel de la vie des hommes. On s'aperçoit que les guerres dont on parlait tellement n'empêchent pas l'essor de l'économie. On s'aperçoit que les périodes soi-disant de régression signifient pour la masse des gens qui vivent à cette époque-là une amélioration de leur vie quotidienne, une montée des salaires. C'est-à-dire qu'on cherche de plus en plus, un mouvement qui est un mouvement général, une histoire majoritaire. Alors l'histoire majoritaire, ce n'est pas l'histoire des quelques personnes qui sont sur le pavois ou sur le devant de la scène de ce théâtre du monde. Puisque je n'ai qu'un temps limité pour présenter ma thèse, j'ai choisi le prisme particulier d'une seule source, que j'ai découvert en 1993 et qui m'a donné envie, un jour, d'engager un travail d'ordre universitaire. C'est le fameux frontispice du manuel des Amphitryon de Grimaud de la Reynière, 1808. L'histoire que je vais vous raconter commence en 1982. Déjà depuis quelques années s'opère un changement d'orientation de l'enseignement hôtelier. On commence à s'éloigner des découpes en salle, on se tourne depuis déjà la fin des années 1970 vers de nouveaux concepts. Les nouvelles chaînes hôtelières comme le groupe Accor et les nouvelles formes de restauration comme la Sodexo ou la Servair, la restauration aérienne. C'est un enseignant de l'école hôtelière de Toulouse qui, lorsqu'il réalisait une découpe de viande, évoquait un mythe, celui de la découpe à la volée. Il se nommait Jean Chêne. C'était un enseignant maître d'hôtel issu de la profession comme tous les enseignants de cette fin du XXe siècle, et il était dur avec ses élèves. Il parlait d'un temps révolu, qu'il n'avait pas connu lui-même, comme d'une fable, et comme il ne montrait jamais ce geste mystérieux, je gardais ce souvenir dans un coin de ma tête. Voici une publicité pour un riz qui est intéressante car elle montre que les publicitaires, les directions mercatiques, misent sur l'image d'excellence véhiculée par le service, la cloche en argent et la voiture en argent. C'est la dernière fois et nous sommes en 1982 déjà. Riz de Bresse rôti, riz meunière,
riz thermidor, côtelette de riz à la normande, riz taureau ailé, un grain de grande cuisine. L'objet que l'on voit dans la publicité est ici devant vous. C'est une voiture de tranche. Et l'association des anciens élèves de Toulouse m'a fait l'immense honneur de transporter celle de l'école jusqu'ici. Elle date de 1920. C'est un objet qui a une âme et avec qui toutes les générations d'élèves ont un rapport particulier. Lorsqu'on la découvre, on ne fait que l'admirer. Il faut comprendre que dans la profession, il faut des mois avant d'accéder au poste de maître d'hôtel franche. La voiture de tranche est le symbole de l'excellence du geste de découpe à table et on peut mesurer son niveau dans une brigade de service par rapport à la distance qui nous sépare de la voiture. C'est le Graal des maîtres d'hôtel. On peut s'en rapprocher, mais il faut s'en montrer digne. 10 ans plus tard, je suivais les cours de Jean-Pierre Poulain en histoire de la cuisine et des cuisiniers à l'université du Mirail et fus confronté à une gravure qui évoquait de nouveau ce mythe. Le frontispice du manuel des amphitryon de Grimaud de la Reynière, la découpe en l'air. Mais personne n'avait l'idée que c'était un geste technique possible, on la prenait pour une simple illustration. Ce sont 3 rencontres qui m'ont fait évoluer dans ma vision de cette gravure. La première se déroule lors d'un voyage à Rome, en découvrant le fameux disco-bol de Miron. J'ai compris en essayant le geste qu'il n'est pas réaliste, il s'agit plutôt d'une convention artistique comme disent les anthropologues, une idéalisation du geste. Regardez le geste réel par le recordman du monde du lancer du disque en 86. La gravure du manuel de Grimaud de la Reynière ne serait donc pas réaliste. D'autres gravures tentent à le penser comme le frontispice de La Varenne, le vrai cuisinier François, en 1714, car une fourchette semble ne pas pouvoir maintenir un poulet en l'air de manière suffisamment stable pour retirer les cuisses. Pourtant, le geste de découpe en l'air est reproduit dans plusieurs manuels de l'époque moderne. C'est la découverte des travaux de Heinrich Schliemann, puis ceux de Jacques-Gabriel Bulliot, qui m'ont fait changer d'avis. Schliemann, juste à la lecture de l'Iliade, découvre une des villes correspondant à la véritable Troie. Jacques-Gabriel Bulliot, juste à la lecture de La guerre des Gaules, le livre de César qui était contesté à l'époque, découvre le site de Bibracte. Je me suis alors demandé s'il était possible que les planches de découpe soient en fait réalistes, et je me suis dit qu'on pouvait tout simplement essayer de reproduire les gestes qui étaient décrits succinctement. Je me suis alors demandé aussi si je ne devais pas tout simplement suivre les planches de découpe à la lettre et essayer de reproduire les découpes à partir des dessins anciens. J'ai utilisé 3 ouvrages, dont celui de La Varenne, le vrai cuisinier François, en 1714. Il m'a fallu plusieurs années avant de retrouver le geste de la découpe en l'air évoqué par Jean Chêne, et qui correspond peut-être à celui décrit dans les manuels. Mais je n'osais pas montrer en public l'aboutissement de cette expérimentation jusqu'à ce que Patrick Rambourg, un historien, me convainque de le faire. Je partageais alors ce geste avec la profession sur le journal de l'hôtellerie. Bernard Boutboul, le directeur du Gira, m'a aussi encouragé, c'était il y a 5 ans. Je me souviens encore de ses propos. Fais tes recherches jusqu'au bout, lorsque tu les auras finies, le marché de la restauration sera prêt à les intégrer. Mais quelle place peut prendre cet art de la découpe dans le monde de la restauration actuelle? En utilisant à nouveau le décor du restaurant du Grand Hôtel de Cabourg, j'ai représenté ce marché de la restauration du XXIe siècle. Pour analyser la restauration actuelle, il nous faut revenir quelques années en arrière et comprendre certains événements. On doit citer par exemple cette rencontre entre un député important de l'entre-deux-guerres, Justin Godard, et une femme de chambre du célèbre palace parisien, le Meurice, qui se prénommait, dit-on, Marinette. À cette époque, les postes sont très cadrés dans un hôtel. Le cuisinier se borne à cuire et à poser les plats sur le passe. L'équipe de salle effectue les découpes. Le service à l'assiette n'est réservé qu'à quelques entrées, quelques desserts. Le député se prend de pitié pour la condition misérable de la femme de chambre et crée une loi dite Godard, qui est particulièrement favorable au personnel en contact avec la clientèle, c'est-à-dire les femmes de chambre, mais aussi les serveurs et les maîtres d'hôtel, puisqu'elle leur attribue une rémunération du pourcentage de service. Cette loi a eu d'importantes répercussions directes et collatérales sur la profession dans les années 1950-1960, car elle a entraîné une trop grande disparité de salaire entre cuisine et salle, et les futurs grands chefs cuisiniers comme Paul Bocuse ou Joël Robuchon ont nourri une véritable frustration. Ils prirent en quelque sorte leur revanche quand 2 chroniqueurs gastronomiques leur en donnèrent l'opportunité, Christian Gaud et Henri Millot. La période de la nouvelle cuisine marqua globalement le déclin de l'art de la découpe en salle avec l'avènement du service à l'assiette. Notre rapport à la viande, au poisson, à l'animal mort évolue et certains chefs proposent de nouvelles approches d'élevage raisonné, comme Jean Sulpice à Talloires. Les chefs entrent en salle et revêtent le costume d'amphitryon.
et quelques-uns rares décident de faire appel à l'héritage des écuyers tranchants. Alors voici par exemple une assiette de Jean Sulpice, un pigeon en croûte de verveine, et j'ai essayé de lui faire une proposition pour réhabiliter la découpe en salle tout en m'inscrivant dans une logique de 2 ou 3 étoiles Michelin. Mais l'histoire récente de la restauration ressemble plus à un tourbillon qu'à un long fleuve tranquille, et la découpe en salle ne constitue qu'un centre d'intérêt très éloigné des préoccupations du restaurateur. Celui-ci suit d'abord les évolutions sociétales, comme la mise en exergue des accords mets et vins cristallisés par le chef Alain Saint-Dérens dans les années 1990. Les sommeliers prennent à peu la place des maîtres d'hôtel, comme le très médiatique Éric Baumard. Que représente l'art de la découpe ou ce restaurateur du XXIe siècle, très souvent cuisinier, qui doit s'adapter sans cesse à un marché extrêmement concurrentiel, influencé par des lobbyings alimentaires? Alors je peux vous citer un exemple que j'ai développé dans ma thèse. Citons le cas de ces journalistes anglo-saxons qui, au moment de la guerre du Golfe, s'attribuent une dimension patriotique en attaquant la gastronomie française pour lutter à leur niveau contre la décision du président Chirac de ne pas s'engager dans le conflit. Pour cela, ils placent sur un piédestal des cuisiniers espagnols, puis créent un nouveau classement concurrentiel au guide Michelin, le 50 Best. C'est la fameuse période du French bashing. Et c'est le serveur français qui est le symbole de ce French bashing. Pourtant, il semble qu'actuellement, l'histoire longue arrive régulièrement à percer l'écume de surface. Au travers de concours professionnels, quelques restaurateurs s'intéressent à nouveau à cette technique perdue, qui est diffusée par quelques élèves qui ont suivi nos travaux, quelques grands chefs aussi. Je voudrais finir sur une citation de Jacques Le Goff qui nous dit que le travail de l'historien est de préparer l'avenir. L'avenir, je l'ai à côté de moi. Il s'appelle Jacques Barnetto. C'est un étudiant au lycée hôtelier de Biarritz. Il représente pour moi tout l'intérêt de ce travail de recherche. Après une démonstration de découpe à la volée qu'il a vu réaliser avant un service, il a eu cette phrase qui m'a confronté dans ma volonté de retracer l'histoire de l'art de la découpe à table. Il m'a dit « J'ai envie d'essayer moi aussi ». Et il a réussi la découpe à la volée devant les clients du restaurant qui étaient ébahis. Certains se sont levés pour prendre des photos de l'autre bout de la salle. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions.